Alors, bonjour et bienvenue à cette séance de la série Café virtuel, au cours de laquelle des personnes très intéressantes font part de leurs idées et de leurs points de vue sur une gamme de sujets économiques, sociaux et technologiques. Je m'appelle Vanessa Vermette, je suis vice-présidente de la Direction générale de l'innovation et du perfectionnement des compétences, ici à l'École de la fonction publique du Canada. Je suis très heureuse d'animer votre séance d'aujourd'hui. On va discuter ensemble du paysage médiatique au Canada. Avant de commencer, cependant, j'aimerais souligner que je me joins à vous depuis Ottawa, qui est territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin des Anishinaabe. Nous vivons et travaillons toutes et tous dans différents endroits partout au Canada et tout en participant virtuellement à cet événement, on reconnaît qu'on réside actuellement dans différents territoires autochtones traditionnels. Donc, je vous encourage à prendre un moment pour réfléchir aux territoires autochtones traditionnels sur lesquels vous vous trouvez aujourd'hui. Alors maintenant, on passe au sujet du jour. Au cours des dernières décennies, les médias et le journalisme au Canada ont subi d'énormes changements qui ont complètement changé la façon dont l'information est transmise aux citoyens et consommée par eux. Comme la consommation des médias numériques augmente, les grands médias traditionnels doivent repenser leur modèle économique et leurs pratiques journalistiques afin de rivaliser avec les petits médias indépendants pour attirer l'attention du public. Même si les Canadiennes et les Canadiens n'ont jamais eu autant d'options pour trouver de l'information, le paysage médiatique devient de plus en plus encombré et il semble que cette situation a un effet perturbateur sur la capacité des gouvernements et d'autres institutions à transmettre des messages cohérents à la population. De plus, notre discours public semble de plus en plus fragmenté, renforcé par les chambres d'écho qui sont créées lorsque nous continuons à nous appuyer sur les mêmes sources d'information qui peuvent simplement renforcer nos points de vue étroits plutôt que de nous inciter à en prendre d'autres en considération. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie pour notre identité collective ici au Canada? Comment les organes de presse et les journalistes réagissent à ces transformations? Comment est-ce que le gouvernement devrait réagir pour que le journalisme au Canada reste dynamique? Aujourd'hui, on va le découvrir. J'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux conférencières invitées, Altia Raj et Isabelle Mondou. Altia est une journaliste, auteure et conférencière primée, accomplie, qui travaille actuellement comme chroniqueuse nationale au Toronto Star. Elle est l'animatrice et productrice du balado It's Political du Star, panéliste habituelle de l'émission Power and Politics du réseau CBC News et membre du panel At Issue de CBC. Elle a été directrice éditoriale principale du HuffPost Canada et chef du bureau d'Ottawa. De plus, elle est une journaliste plusieurs fois primée, classée parmi les 100 personnes les plus influentes de la politique canadienne. Alcia, bienvenue. Notre deuxième conférencière est Isabelle Mondou, sous-ministre du patrimoine canadien. Madame Mondou a été nommée à ce poste en mai 2021, après avoir occupé le poste de sous-ministre délégué à patrimoine et, pendant un an, le poste de sous-ministre du bureau du conseil privé chargé de la réponse à la COVID-19 au plus fort de la pandémie. Auparavant, elle a été secrétaire adjointe du cabinet Priorité et Planification, conseillère juridique du greffier du conseil privé et secrétaire adjointe du comité du cabinet pour la réforme démocratique. Elle a une vue directe sur l'importance du rôle des médias sur le gouvernement et ses citoyens et nous sommes extrêmement reconnaissants d'avoir son point de vue sur ce sujet de premier plan. C'est un immense plaisir de vous accueillir toutes les deux. Alors, je vais commencer avec toi, Isabelle, pour te donner quelques minutes pour donner un aperçu, ton point de vue, d'où tu vois, comment tu vois les choses aujourd'hui. Vas-y. Merci infiniment. D'abord, je dois dire que je suis très heureuse d'être sur le panel avec Altia parce que on a le privilège, collègues qui sont en ligne, d'avoir quelqu'un qui non seulement parle des enjeux dont on va discuter, mais qui les vit au quotidien. Donc, c'est vraiment un privilège pour moi d'être là, même si ça demande beaucoup d'humilité d'être sur un panel avec quelqu'un dont c'est le métier d'être sur des panels. Alors, je vais prendre ça en compte dans mes interventions. Ben, écoutez, c'est un métier, c'est un sujet qui nous touche tous et en fait, c'est peut-être un des sujets qui, même si vous ne travaillez pas dans le secteur, influence votre vie tous les jours, votre vie d'individu évidemment, mais votre vie aussi de fonctionnaire. Alors, je vais faire un peu le tour de statistiques parce qu'évidemment, les fonctionnaires, on aime bien passer sur des statistiques, mais vous avez tous lu sur la situation des journaux. Évidemment, les plateformes, entre autres, ont changé beaucoup
le paysage audiovisuel et à cause de ça, ça a changé les sources de revenus pour les journaux. Dans le passé, évidemment, la publicité était la source de revenus principale et c'est encore une source de revenus importante, mais le déplacement de la publicité vers les plateformes a fait en réalité que les journaux qu'on appelle traditionnels ont dû diversifier leurs sources de revenus et parfois, on doit se le dire, peinent à trouver des sources de revenus différentes. Alors, si on regarde quelques statistiques, je vais juste vous en donner trois. Il y a seulement 11 des gens en ligne qui payent pour les nouvelles qu'ils lisent. Donc, 11 c'est pas beaucoup si on compte comme source de revenus. Et vous avez peut-être vu un sondage récent qui dit qu'en fait, les Canadiens, une forte proportion de Canadiens pensent que les nouvelles devraient être gratuites. Ils devraient avoir accès aux nouvelles de façon gratuite comme un service public. Les journaux écrits qu'on connaissait, leur source de revenus a diminué de 76 depuis 2008. Donc, 76 c'est énorme. Et même si les journaux ont maintenant des présences souvent en ligne et les revenus ont augmenté là-dessus à peu près 8 fois, il reste qu'on peut voir déjà le problème là, qui peut se causer. Au niveau de l'emploi, j'ai hâte d'entendre ce que quelqu'un qui est journaliste va nous dire, mais il y a 60 de moins d'emplois dans le domaine depuis 2010. Donc, ça veut dire des choix déchirants, évidemment, pour les salles de nouvelles et tout ça. Ça veut dire aussi que certaines communautés, maintenant, n'ont plus de journalistes dans leur communauté. On appelle des déserts de nouvelles et doivent donc, pour savoir ce qui se passe à l'hôtel de ville ou peu importe, se fier à des sources indirectes ou en tout cas à parfois quand leurs sujets sont d'actualité nationale, peuvent être peut-être capturés, mais évidemment, ce n'est pas la même chose qu'avoir des nouvelles locales. Il y a quand même des bonnes nouvelles parce que là, j'ai l'air d'être toute dans les mauvaises nouvelles. Il y a quand même des bonnes nouvelles. Il y a beaucoup d'innovation qui se fait. Il y a différents modèles qui ont été essayés. Le gouvernement a essayé de prendre des mesures aussi pour aider un peu l'industrie. Il y en a qui ont fonctionné. Dans certains cas, on a vu par exemple des coopératives se former, des coopératives d'employés qui ont pris la relève et qui ont réussi à continuer à faire fonctionner là, les journées pour lesquelles ils travaillaient. Dans d'autres cas, vous êtes peut-être familier, il y a eu des bénéfices de taxation qui ont été mis en place pour supporter l'émission de dons, par exemple, pour certains journaux. Donc, la presse s'est qualifiée à cet égard-là et a pu trouver des sources de revenus diverses. Il y a beaucoup d'innovations aussi au niveau de l'engagement communautaire. Il y a des journaux qui ont réussi vraiment se planter bien fermement dans le communautaire et qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Et il y en a qui ont fait, même s'ils sont en ligne, ils ont réussi à avoir des abonnements. Et avec ça, ils sont capables de faire de l'excellent journaliste. Je pense à Delogic, mais il y en a d'autres aussi. Alors, tout ça pour dire que le marché est en transformation et il y en a qui font preuve d'innovation dans ce contexte-là. Je vais finir avec un dernier point. Évidemment, on est tous aux portes de l'intelligence artificielle qui existait déjà, mais qui est en train d'accélérer. Tout ce que je viens de dire, évidemment, va être hautement influencé par l'intelligence artificielle. Pas nécessairement à ce point-ci, en tout cas, parce que l'intelligence artificielle crée de la nouvelle, mais c'est un formidable outil qui peut rassembler des nouvelles. Formidable dans le sens positif et négatif. Formidable parce que ça va avoir un impact important, parfois positif, parfois négatif, notamment au niveau de la désinformation, parce qu'à partir du moment que les choses sont amalgamées, il y a des dangers, puis on l'a vu déjà avec les premiers versions là, de l'intelligence artificielle qu'il y a des dangers avec ça. Mais c'est une réalité qu'il faudra mesurer dans le contexte de ce secteur-là, comme dans plusieurs autres secteurs d'ailleurs. Alors sur ce, je passe la parole à Vanessa. Merci beaucoup, Isabelle. C'est un excellent aperçu pour commencer la session. Donc, on va passer à quelqu'un qui a l'expérience sur le terrain pour voir comment ce paysage se vit au quotidien. Donc, Alcia, je te passe la parole. Vanessa, puis merci Isabelle, c'est le fun de se revoir dans ce contexte ici. Euh, je veux juste ajouter un peu de précision à mon introduction. Alors, de un, je parle à mon titre personnel et puis je ne suis pas représentante de l'agenda du Toronto Star, bien que je crois qu'il est bien connu parce que notre propriétaire est assez public. Mais mon cheminement de carrière, ben, ça fait à peu près 20 ans que je suis sur la colline parlementaire, puis j'ai commencé à CBC, puis après, je suis allée à CTV, puis après, je suis allée à Sun Media, qui est
était dans le temps une chaîne des journaux qui appartenaient à Québécois. On écrivait des textes pour le Ottawa Sun, le Toronto Sun, le Calgary Sun, l'Edmonton Sun, Winnipeg Sun, mais aussi les mêmes textes apparaissaient dans le Kingston Whig Standard, le Brantford Examiner. Alors, c'était un peu moins tabloïd, disons, le même texte avec 400 mots dans une publication et 800 mots dans l'autre. Hmm. Puis après, je suis allée travailler pour le National Post. Après, je suis allée travailler pour HuffPost. Puis maintenant, je suis au Toronto Star. Alors, le paysage a changé d'une manière énorme durant ces quelques années. Quand je suis arrivée vraiment à Québécois, c'était le plus gros changement parce que on venait d'avoir une grosse baisse qui continuait en grande partie à cause qu'il n'y avait plus de petites annonces en arrière des journaux. Tout le monde allait sur Kijiji mettre les annonces pour vendre leur voiture ou leur canot, n'importe. Puis c'était une grande source de revenus qui n'existait plus. Puis comment trouver d'autres moyens de revenus? La grande idée pendant à peu près 10 ans, c'était on allait faire de la vidéo parce qu'on pouvait charger plus pour la publicité avec des images puis du son qu'avec juste une impression d'une publicité. Alors, tout le monde devait faire de la vidéo. Alors, on allait à un événement, disons, puis on écrivait notre premier texte sur notre BlackBerry parce que c'était notre outil de travail à ce moment-là. On avait un petit camcorder de Sony. On prenait une clip du policier qui disait X, Y, Z ou du politicien. On revenait à la maison. Là, on faisait des appels à la maison. Je veux dire au bureau. Là, à la maison, c'est vraiment 22, 23. Puis, on écrivait un plus long texte. Mais durant cette période-là aussi, on a vu vraiment la première fois où est-ce que Twitter puis les médias sociaux, ça a vraiment commencé à changer la manière où on faisait notre travail aussi. Alors, la première chose qu'on devait faire, c'était de mettre quelque chose en ligne sur Twitter. Après, on mettait quelque chose en ligne sur le site de Canoë de Québécois. Bon, après, on avait la vidéo où ça continuait. Ce qui faisait que tu avais beaucoup moins de temps, en fait, d'écrire le texte que tu voulais écrire parce que tu étais occupé à faire le montage de ta vidéo, de t'occuper de s'assurer que les différentes voix dans ton texte étaient représentées dans les médias sociaux aussi. On est devenu plus comme des journalistes de fil de presse que des journalistes de papier dans le temps, dans le vieux temps, disons dans les années 90, 80, où est-ce que tu avais toute la journée pour écrire ton texte, puis tu l'envoyais à ton éditeur à 17h30, 16h, puis c'était fini, on attendait le lendemain. Maintenant, si tu étais à la télé, à la radio, parce que la télé avec News World qui a commencé dans le début années 80, on est toutes devenues vraiment des journalistes de fil de presse. Alors, il y avait une mise à jour quasiment à chaque heure. Alors, le texte changeait, bougeait. Ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup moins d'analyse de profondeur, de différentes voix qui avaient été incluses dans le texte. Même les rédacteurs faisaient moins de vérification de faits. Après, à cause des coupures dont Isabelle l'a mentionné, ces postes-là, maintenant, n'existent plus. On a des rédacteurs, mais ils n'appellent pas les gens qu'on a cités dans notre texte pour savoir si on les a bien cités, puis si en fait, ils nous ont dit qu'est-ce qu'on rapporte qu'ils nous ont dit. Tout a vraiment changé. Puis je sais qu'on va en parler plus, là, mais juste pour vous comme, dessiner un peu le portrait de comment anciennement on voyait le rôle d'un journaliste, maintenant, c'est vraiment plus du tout la même chose. Maintenant, là, je fais un balado, on fait des panels à la télé, il y a beaucoup plus d'éléments qui viennent se poser. Puis en même temps, on vit dans un environnement qui est beaucoup plus partisan en termes de publication. On est un peu retourné dans le passé il y a 120 ans, il y a 130 ans. On a beaucoup plus d'options, mais c'est une bonne chose. Je suis d'accord avec Isabelle, sauf que je ne suis pas certaine que la plupart des gens prennent le temps d'aller chercher toute cette information. On a plus d'informations, plus accessibles que jamais, mais en fait, je pense que les gens ne font pas le travail d'aller s'informer. Puis avant, le journal, c'était vraiment l'Internet, l'Internet de la communauté. Maintenant, il y a quasiment personne qui lit, Isabelle nous l'a dit, 11 personnes, c'est très peu de gens qui reçoivent le journal à la maison ou qui même qui regardent les nouvelles tous les jours au quotidien sur leur téléphone ou leur tablette.
Je pense que c'est un excellent point de départ pour poursuivre la conversation au niveau de la manière que ces transformations ont touché comment le public consomme l'information et la façon de participer au discours public. Donc, Isabelle, je te voyais, tu avais l'air de vraiment être d'accord avec la dernière partie des observations d'Alicia. Donc, je te repasse la parole pour commenter sur ces développements. En fait, je suis plus que d'accord. Je suis super intéressée parce que c'est un super beau portrait qui a été fait de l'évolution de l'intérieur. Je dirais que les réseaux sociaux, on est encore en train de changer. Probablement, dans les prochaines semaines, il y a des choses qui vont changer encore. Et pourquoi je dis ça? C'est que quand on regarde, par exemple, le mandat de certaines des plateformes, et je vais prendre le mandat de Meta, par exemple, qui avait dans ses 5 principes le devoir d'informer. C'est clairement peut-être moins vrai maintenant à la lumière des positions récentes qu'ils ont prises. Et je le dis juste pour illustrer le fait que même les plateformes évoluent beaucoup dans leur mandat, dans leurs objectifs, dans leur ADN. Donc, tout cet environnement-là est en changement constant. Il y a des nouvelles plateformes dominantes qui se présentent, qui n'étaient pas dans l'espace de nouvelles, qui sont maintenant dans l'espace de nouvelles et vice-versa. Donc, c'est un environnement extrêmement volatile et dynamique, dynamique dans le sens positif, mais dynamique dans le sens imprévisible aussi pour les gens qui dépendent de l'information et surtout les journalistes qui forment vraiment le cœur de l'information. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tout le monde, ou presque, pas tout le monde, mais il y a une vraiment grande proportion des Canadiens qui sont sur un réseau social quelconque, pas toujours le même, et ils utilisent ou non les réseaux sociaux, mais de plus en plus, on le sait, les jeunes, entre autres, utilisent les réseaux sociaux et leur façon de consommer l'information a évolué. J'ai entendre les commentaires d'une journaliste, mais on parlait de vidéo tantôt. Maintenant, tu sais, c'est vidéo avec presque de la musique, de la danse, là. J'exagère, mais presque pas. Donc, ils s'attendent à un niveau en anglais, on dirait d'entertainment, mais vraiment de visibilité qui est quand même assez élevée. Donc, ce qui fait que ça crée d'autres façons d'exercer le métier, mais ça crée aussi des pressions sur les organismes qui doivent livrer la marchandise parce que à la base, c'est l'information, c'est la vérification de l'information et tout ce qui s'ajoute autour de ça dans la promotion, dans le marketing et dans la compétitivité, c'est pas facile pour l'environnement, évidemment. Je veux finir sur une note positive parce que j'aime ça finir sur une note positive. Il y a quand même un aspect d'ouverture sur les médias. Je ne suis pas sûre que les médias, il y a 30, 40 ans, puis en fait, on voit dans les salles de rédaction, c'est encore parfois le cas, étaient très diversifiés. Donc, il y a des voix qui n'avaient absolument pas leur place dans la table, puis plus on remonte dans le temps, pire c'est. Et donc, le fait que ça se soit démocratisé jusqu'à un certain point a permis à d'autres voix de venir. Ce n'est pas encore parfait, puis il y a encore du travail à faire, même dans les réseaux sociaux. Puis on voit là que il y a l'accès n'est pas toujours le même pour tout le monde, mais il y a un aspect quand même là-dedans qui a permis à des journaux dans différentes langues, des journaux qui visaient différents publics, publics autochtones, peu importe, à commencer à voir le jour. Et ça, c'est une bonne chose. Et jusqu'à un certain point, les réseaux sociaux ont permis parfois d'ouvrir un petit peu à ce niveau-là, ce discours-là à d'autres gens. Et on a, en fait, nous, là, si je reviens à notre rôle de fonctionnaire, on a certainement une fonction de trouver des façons de supporter ça. On a créé un programme, par exemple, sur le journaliste local. Et dans ce programme-là, la majorité des journalistes qui ont été engagés, j'ai les chiffres plus loin, mais un nombre important, certainement, c'est pour engager des journalistes qui ont toutes sortes d'expériences, qui viennent de toutes sortes de communautés et qui peuvent raconter vraiment les histoires qui sont importantes pour tous les Canadiens. Alors, je m'arrête là-dessus. Vanessa. Merci Isabelle. Altia, j'aimerais avoir tes observations sur les habitudes de consommation d'informations des gens aujourd'hui. Quelles sont les observations que tu as pu avoir parmi les dernières années? Est-ce que les gens consomment leurs nouvelles maintenant sur TikTok, comme Isabelle disait, c'est toutes des vidéos, c'est du infotainment, c'est du contenu peut-être et pas nécessairement des nouvelles. Et aussi tes observations sur l'évolution et l'importance des médias locaux. Pour la première question, je ne suis pas politologue, c'est pas quelque chose que j'ai étudié à profondeur, mais c'est ce qu'on nous dit, ce qu'on nous rapporte, c'est que la plupart des gens
en fait, lisent leurs nouvelles ou lisaient leurs nouvelles sur les médias sociaux comme surtout Facebook, un peu moins Twitter. Nous, les journalistes politiques, on passe beaucoup de temps sur Twitter, mais la plupart des Canadiens ne passent pas. En fait, ils passent pas du tout de temps sur Twitter. C'est pas du tout représentatif de la population. Puis même, je suis même pas certaine si la plupart des gens qui me suivent, c'est vraiment des vraies personnes ou c'est des robots. Mais en tout cas, euh, ça, là, ça a des avantages et des désavantages. Isabelle, elle nous a parlé du mandat initial de Meta, Facebook, au début. Au tout début, Facebook a fait beaucoup de développement avec les journaux, pas juste les journaux, les stations de télévision aussi, en fait, pour avoir leurs lecteurs, pour avoir leur audience et les amener à utiliser leur plateforme, les encourager à partager des textes. Ils ont beaucoup investi dans cette relation partout à travers le monde. Puis maintenant qu'ils ont ces lecteurs-là, en fait, ils n'ont plus besoin des textes des journalistes. Puis on l'a vu avec leur réponse à C-18. Le projet de loi, je ne suis pas certaine que je suis complètement en accord avec le gouvernement sur ce projet de loi-là, mais on peut en discuter plus tard. Mais juste pour dire que la plupart des gens, en fait, avant, recevaient beaucoup de leur information sur les médias sociaux. Je crois qu'ils reçoivent encore beaucoup d'informations, mais c'est que l'information a changé. Alors maintenant, nous, les journalistes, on essaie de peinturer un portrait, moi je suis une chroniqueuse, là, mais plus objectif, avec un peu plus d'analyse, de contexte. On est bloqué de la plateforme des plateformes de Meta. Puis je crois que c'est un gros désavantage à la société que nous, les journalistes, on n'est plus accessibles aux gens où ils sont. Une autre chose que je pense qui est assez importante de mentionner, puis c'est souvent, on n'en discute pas dans le contexte, mais Isabelle a raison qu'il y a eu vraiment une chute de publicité, de revenus publicitaires pour les journaux. Ça a vraiment fait une énorme différence. La semaine, il y a 2 semaines, le mois de septembre, Métro-Média à Québec, ils ont fermé leurs portes. 30 journalistes ont perdu leur emploi. Ici, à Metroland Media, qui est le Toronto Star, ça appartient à Tourstar. Tourstar a une autre chaîne de journaux locales en Ontario, ça s'appelle Metroland. Ils ont décidé d'aller, sauf pour les gros journaux comme Hamilton, par exemple, mais les petits journaux locaux, genre de hebdomadaires, maintenant, c'est tout en ligne. Ils ont mis 605 personnes à la porte, à peu près une 60aine de journalistes. C'est très difficile de faire de l'argent avec la publicité. Même la publicité en ligne, parce qu'en fait, les compagnies, ils veulent pas donner de l'argent aux nouvelles parce que la plupart des nouvelles sont négatives. Puis si tu vends des pneus, ben tu veux pas que ta publicité elle soit à côté d'un texte qui dit que les pneus, ils ont mal fonctionné, puis il y a eu un accident de comme 80 voitures sur la 401. Alors, c'est les gens qui font de la publicité, ils veulent se mettre dans comme la section sur les voitures, la section sur les condominiums, des choses de vie courante, mais pas de la nouvelle, comme on dit en anglais, là, du hard news, là, pas des affaires politiques, rien qui pourrait être minimellement controversé. Puis ça a un gros impact sur comment de revenus on peut vraiment avoir de gens, de compagnies privées qui veulent investir chez nous. Comme Loblaws ne va pas vouloir investir dans une publicité cette semaine, même si c'est l'action grasse, parce qu'il y a eu plein de nouvelles négatives au sujet des grosses compagnies qui sont en train de nous vendre à des prix trop chers. Ce qui fait qu'il y a vraiment 2 modèles qui sont ressortis. Un modèle dont Isabelle nous parlait comme de Logic, un modèle d'abonnement. Le Star a aussi poursuivi ce modèle-là, mais on n'est pas au même niveau, disons, que le Devoir ou le Globe and Mail. Un autre modèle, un modèle un peu plus tabloïd, basé vraiment sur les clics. On a vraiment 2 modèles trop différents qui encouragent des gens à se diviser encore plus dans leurs écosystèmes, même s'ils ne sont pas nécessairement des écosystèmes partisans, des écosystèmes maintenant de classe, des gens qui ne sont pas prêts à payer, puis des gens qui sont prêts à payer. C'est quelque chose qui m'inquiète. Je suis certaine que tu m'avais posé une autre question, mais je ne me souviens plus c'est quoi, puis je pense que j'ai trop parlé, alors je vais arrêter là. Non, c'est super. La deuxième question, c'était à propos de l'importance des médias locaux parce que vous aviez toutes deux mentionné, je pense, pendant vos remarques On d'introduction, va y le fait revenir. qu'il y avait des déserts de nouvelles géographiquement au Canada. Donc, un peu plus de commentaires sur ce sujet.
c'est Elisabeth ou mais je peux peut-être dire quelques mots. Je Oui. pense qu'une chose qui m'inquiète beaucoup, c'est pas la couverture parlementaire. On est 400 journalistes encore toujours à Ottawa. C'est les petites communautés qui ont plus de journalistes qui couvrent qu'est-ce qui se passe au conseil municipal, qui couvrent plus qu'est-ce qui se passe au conseil avec les écoles. Puis, quand il y a des urgences, on l'a vu avec les feux de forêt cet été, on a besoin des médias locaux. Qui va mentionner aux gens qu'est-ce qui se passe, l'information qu'ils ont vraiment besoin même pour survivre. C'est vraiment c'est super important. On l'a vu aussi en Nouvelle-Écosse avec la fusillade, puis la GRC qui avait mis des alertes sur Twitter, puis personne ne l'avait vu, puis ça a probablement coûté des vies, en fait. C'est ce qu'on nous a rapporté, les commissionnaires. C'est super, super important. Puis je ne suis pas certaine qu'on a vraiment trouvé la réponse pour encourager et soutenir les médias qui existent à ce moment, puis ça m'inquiète beaucoup. Ouais. 100% d'accord. J'ajouterais un point de plus de préoccupation dans mon cas aussi, c'est le fait que les gens, la confiance envers les institutions en général diminue, incluant les médias malheureusement. Et quand les gens n'ont pas de journalistes dans leur communauté, quand ils n'ont pas le privilège d'avoir les nouvelles dans leur communauté, ben la proximité est importante pour la confiance, puis de se sentir vu, de se sentir représenté, de sentir on est présent. Donc, je pense que j'ai pas de lien de causalité absolu, mais je pense qu'il y a un risque quand les journalistes ne sont plus présents dans la communauté, que la confiance envers les journalistes aussi peut diminuer. Et là, on rentre dans toute un autre série de risques par rapport à notre démocratie, par rapport à toutes sortes d'autres sujets. Mais je pense que c'est super important aussi quand les journalistes sont sur le terrain, ils se créent une connexion par rapport aux journaux, aux nouvelles et tout ça qui existe peut-être moins quand les journalistes ne sont pas présents. Oui, tout à fait. Ça me fait penser aussi à une des questions qu'on voulait aborder pendant notre séance d'aujourd'hui. C'est le lien entre les médias changeants et nos institutions culturelles au Canada, notre identité collective, parce que maintenant, les gens consomment le contenu des nouvelles qui viennent beaucoup des États-Unis aussi, qui viennent d'autres sources. Donc, est-ce qu'il y a un impact du côté culture, patrimoine, Isabelle, qu'on devrait discuter en plus de profondeur? Ben, c'est intéressant parce que souvent, on pense que tu sais, les journaux, puis l'importance des journaux dans notre identité, tout ça est nouvelle ou qu'on se pose des questions, mais avant même la Confédération, il y avait eu une espèce de mesure pour supporter les journaux, ça s'appelait le tarif postal, parce que justement, il y avait un sentiment que si on entendait nos histoires, si on avait des nouvelles dans notre contexte et pas seulement des nouvelles d'ailleurs, on développerait l'identité canadienne de façon plus forte et tout ça. Donc, c'est évidemment relié. Les journaux nous parlent de nous parlent de nos beaux côtés, de nos moins beaux côtés, puis les deux sont aussi importants. Donc, avoir cette fondation-là, c'est pas d'hier qu'elle nous préoccupe. Puis c'est intéressant parce que quand on parle d'identité, il y a toujours un débat très difficile, puis je suis sûre que peut-être on a même des points de vue différents entre journalistes, mais il y a le fait que est-ce que le gouvernement, justement, devrait supporter cette voix qui est indépendante et qui doit demeurer indépendante, puis comment on le fait, puis c'est quoi la meilleure façon de le faire. Mais c'est sûr que ce soit les périodiques et tout ça, c'est des programmes qui existent depuis longtemps parce que c'est un marché qui est difficile. Au début, pour compétitionner avec les médias américains, c'est pas nouveau, c'est pas juste les plateformes. Les périodiques, c'était la même chose. Il y a eu des programmes pour s'assurer qu'on avait des périodiques au Canada. Donc, l'espèce de souveraineté culturelle et l'identité dans les journaux existe pas juste dans la culture, mais dans l'aspect des médias aussi. Et ça, c'est pas nouveau et ça continue à être quelque chose qui est, je pense, important d'avoir pas juste des nouvelles d'ailleurs, parce qu'évidemment, c'est pas sûr que le New York Times va se pencher sur ce qui se passe ici, à part si ça va très, très mal ou très, très bien. Alors, il faut vraiment être capable d'avoir des voix canadiennes qui racontent les histoires. Et c'est pour ça que l'identité puis les médias, je pense, c'est vraiment important. Un pays qui n'aurait pas de médias qui sont nationaux, je pense qu'il aurait vraiment de la difficulté à avoir une véritable identité parce que c'est tellement à la base de tout ce qu'on fait. C'est pour ça que le gouvernement intervient parfois.
On peut débattre sur la meilleure façon d'intervenir. On peut débattre sur l'importance de s'assurer. On ne peut pas débattre sur l'importance de garder l'indépendance, mais on peut débattre sur comment est la meilleure façon de faire. Mais pas de journaux canadiens, pas de journalistes canadiens. Notre identité est plus que menacée. Certainement. Et tu me fais penser aussi aux manifestations pendant la COVID. On a vu justement de la couverture du New York Times qui était, dans le fond, ou de la mésinformation parce que les journalistes du New York Times n'étaient pas sur le terrain. Et donc, ça a pris du temps pour corriger les faits dans l'histoire qui a été publiée dans le New York Times, si je me souviens bien. Althea, as-tu des commentaires sur ce sujet-là au niveau de l'identité culturelle? Oui, je trouve que c'est super important. Je pense qu'on devrait aussi peut-être souligner que oui, ça fait très longtemps qu'on subventionne les médias au Canada de différentes manières. Mais c'est vu de manière très différente au Québec comparé aux communautés anglophones dans le reste du pays. Puis de plus en plus, je ne veux pas être trop critique, là, mais avec l'argument du Parti conservateur maintenant pour défaire CBC. Des fois, ils disent CBC point, puis des fois, ils disent CBC TV. Alors, je ne suis pas trop certaine qu'est-ce qu'ils iraient faire, là, mais c'est comme un moment, à mon avis, où est-ce qu'en fait, on a encore besoin de plus cette voix-là qui nous rassemble. Moi, je suis prête à dire que je trouve que Radio-Canada CBC devrait faire une meilleure job de nous rassembler et de refléter les différentes communautés qu'on a à travers le pays. Mais je pense qu'on a besoin encore plus d'avoir cette voix-là qui nous rassemble parce qu'on devient tellement dans nos propres petits silos, centrés sur notre région, sur nos intérêts, un peu à cause des médias sociaux, mais aussi parce que, je ne sais pas, même si ça me surprend des fois à la colline parlementaire, il y a des journalistes, c'est leur emploi de couvrir la politique fédérale, puis ils n'ont jamais voyagé dans toutes les provinces, ça me dépasse. Mais les gens, ils viennent avec leur propre point de vue, puis on apprend de l'un à l'autre quand on s'écoute. Puis il y a moins de chances de s'écouter si on lit juste les choses qui nous intéressent, puis des choses qui sont très niches. Quand j'étais petite, mais ça existe encore, là, il y a une émission à la radio de CBC qui s'appelle Cross Country Checkup. Je pense que c'est à la télé maintenant le dimanche entre 16h et 18h, heure de l'Est. Puis, ils couvrent un sujet, puis les gens appellent à travers le pays pour donner leur opinion. Puis, tu sais, même si tu connais pas Herb de Cornerburg, Newfoundland ou Julie de Saanich Gulf Island, le fait qu'ils partagent leur point de vue de comment eux, ils voient les choses dans leur coin du pays, tu te sens plus rattaché au Canada. Puis cette voix-là, je trouve que on est en train de perdre ça. Puis ça me décourage un peu. Le moins qu'on se connaît comme individu, puis comme communauté, qu'on apprend puis qu'on voyage à travers le pays, le moins qu'on va avoir, les liens qui nous tissent, là, on va perdre ça. Puis là, qu'est-ce qui va nous rattacher? C'est beaucoup plus facile d'avoir des enjeux très négatifs, très critiques en politique quand on ne connaît pas nos voisins. Puis je pense qu'on est en train de voir ça. On a les leçons avec qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, qu'est-ce qu'on ne devrait pas vouloir refaire ici. Puis, tu sais, je pense pas qu'il y a une réponse en termes de politique publique qui va nous ramener un peu dans le passé ou qui va rééquilibrer les choses. Je dirais un enjeu d'éducation parce que on dirait qu'il y a pas autant de parents qu'il y avait avant qui lisent les journaux avec leurs enfants parce que maintenant, on lit tout sur notre téléphone ou nos tablettes. Alors, les discussions avec le papier autour de la table de dîner, on dirait qu'on en a moins. On apprend moins à lire les médias, mainstream médias, là, à l'école même. Puis, si on n'apprend pas les habitudes quand on est jeune, je ne sais pas quand on va les apprendre. Oui, effectivement, je me souviens avoir le journal sur la table de cuisine avec ma famille, puis on se partage les sections, on discute de ce qu'on lit pendant la fin de semaine, puis c'est vraiment quelque chose qui ne se fait plus. Donc, Isabelle, j'ai eu la même pensée qu'Altia. Je vais me tourner vers toi pour un aspect positif, quelque chose, un rayon de soleil dans tout ce paysage nuageux.
Je sais que c'est très complexe, mais au niveau de la réponse du gouvernement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça pour les fonctionnaires? Comment rassembler tous ces divers intérêts et ces divers problèmes au niveau de la politique publique? Bien, je pense que le fait qu'on en parle, c'est déjà une super bonne affaire parce que ça veut dire qu'on se trouve tous saisis de la question. Moi, ce qui m'inquiète, c'est quand je vois des statistiques qui disent qu'il y a des gens maintenant qui se détachent des nouvelles pour éviter justement le côté qui peut être négatif de savoir ce qui se passe sur la planète. Puis ça c'est vraiment là, la pire chose qui peut arriver parce que là, ça veut dire que les gens se déconnectent justement là, de ce qui se passe, pas seulement dans leur environnement immédiat, mais dans le monde, dans le pays, etc. Donc, il faut vraiment avoir ces conversations-là. Puis je dirais, puis c'est pertinent pour les fonctionnaires, mais c'est pertinent pour tous les enfants, c'est que les journaux nous apprennent à développer l'esprit critique. On l'apprend à l'école, mais on l'apprend beaucoup dans les journaux parce qu'on sort de l'école à un moment donné. Et les journaux nous rappellent chaque jour d'avoir l'esprit critique. Puis ça, c'est la meilleure défense contre la désinformation. C'est la meilleure défense contre justement prendre les bonnes décisions aussi dans des contextes où on doit faire que ce soit des politiques ou peu importe ce que c'est. Donc, c'est pour ça que c'est tellement important de garder ça au centre. Évidemment, il y a différentes solutions qui ont été essayées. On vient d'en nommer une sur les crédits pour les journalistes. Je pense que le programme aussi de journalistes locaux a bien fonctionné dans le sens que c'est pas le gouvernement le donne à des associations, les associations le donnent aux journaux et le gouvernement n'a rien à faire avec qui va être subventionné par ce programme-là, mais ça permet de garder une présence locale. Évidemment, on pourrait faire plus, on pourrait faire mieux et il faut continuer à faire plus et mieux. Vous savez tous là qu'il y a un projet de loi, on l'a mentionné, C-18, qui essayait qui essaye en fait de trouver une façon de reprendre un peu la balance sur quand les gens créent quelque chose, quand ils travaillent fort sur quelque chose et que cette nouvelle-là est reprise. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, ça va se faire comme ça, que ce travail-là, ces salles de nouvelles-là soient rémunérées pour le travail. Évidemment, c'est pas facile, comme vous le savez, parce qu'il y a différents points de vue, même puis c'est bien correct, il y a des différents points de vue sur est-ce que c'est le bon moyen, mais il y a évidemment une plateforme en particulier qui a décidé qui allait retirer ses nouvelles à suite à ça, qui est évidemment pas le but recherché. Donc, le travail continue là-dessus. Mais je pense que ce qui est important de ne pas oublier là-dessus, et la conversation pour les fonctionnaires autour de la table, c'est qu'il y a des problèmes qui ne sont pas simples, il y a des problèmes qui n'ont pas une solution, il y a des problèmes qui doivent regarder des solutions multiples et aussi des solutions à court et à long terme parce que le système, on en a parlé, va continuer à évoluer. Donc, comment on s'assure que tu sais, des solutions il y a 20 ans où peut-être ça fonctionnait pendant 20 ans, je pense qu'il y en a de moins en moins. Donc, c'est quoi les solutions? C'est quoi les alternatives? Le crédit d'impôt, un fonds, une espèce de créer une table de négociation. Tous ces instruments-là, comme fonctionnaires, c'est ce qu'on a, hein. On a de la législation, on a de la réglementation, on a de la subvention, on a de la taxation. Donc, c'est de regarder tous les outils puis de voir quels sont les plus efficaces. Puis s'il y en a qui ne sont pas efficaces à long terme, bien évidemment, il faut revoir. Mais je pense que la seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est de rester assis et de ne pas réfléchir à comment on peut supporter cette industrie qui est absolument fondamentale à notre système démocratique. Puis comme fonctionnaire, s'il y a une chose qui devrait nous préoccuper, c'est de s'assurer qu'on a un système démocratique. En fait, comme fonctionnaire, je vois mal comment on pourrait faire notre travail sans les journaux. On dépend de l'information dans les journaux. On communique nos messages à travers les journalistes pour avoir ces discussions avec les Canadiens. Donc, non seulement c'est essentiel dans notre travail, mais c'est essentiel aussi pour être les citoyens qu'on doit être pour être fonctionnaire. Alors, voilà. Non, merci beaucoup. Je vois moi aussi, on voit le mot essentiel, essentiel qui revient à plusieurs reprises. Althea a parlé du modèle d'abonnement, le modèle de clic, mais aussi un modèle de service essentiel qui doit ressortir quelque part et en temps opportun. Je me demande, Althea, du côté de l'évolution, est-ce que tu vois pour le futur à court et long terme? Est-ce que tu pourrais offrir des commentaires sur
l'impact de l'intelligence artificielle dans le domaine médiatique et puis quel impact ça a sur les journalistes et les organismes médiatiques. Ben, on a tous peur qu'on va être remplacé, puis qu'il va y avoir beaucoup de coupures. Mais est-ce que si je peux, j'aimerais revenir sur quelques points que Isabelle vient de faire Oui, parce bien sûr. que c'est vraiment important. Puis pour revenir à un de tes points, Vanessa, moi, la chose qui m'inquiète le plus, là, c'est vraiment, il y a de plus en plus de citoyens, on dirait, qui sont complètement détachés de la réalité. Puis qui croient dans des affaires de QAnon, des théories du complot. Avant, on avait des arguments sur quelle sorte de politique on devrait faire, est-ce qu'on devrait dépenser plus, est-ce qu'on devrait réduire les taxes puis réduire le déficit. Euh, Maintenant, il y a des gens qui sont, même il y a des députés qui, on s'entend même pas sur les faits. Puis, quand les gens, ils ont perdu un attachement à la réalité, c'est très difficile de gouverner. Ça m'inquiète beaucoup. Puis, je vous dirais que comme fonctionnaire, vous avez quand même un rôle à jouer. C'est peut-être un peu bizarre que je dise ça, là, mais s'il vous plaît, aidez-nous à raconter des histoires. Si vous voyez quelque chose qui est faux, qui est écrit dans un média, écrivez à la journaliste ou le journaliste et dites-lui. Le système d'accès à l'information est complètement brisé. Alors, vous avez probablement remarqué que de plus en plus d'informations qui est basée sur des sources. Malheureusement, je dirais, pour ma profession, il y a de plus en plus de textes qui sont basés sur des sources anonymes, des fois même une seule source. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais je suis comme avec des pressions, des des heures de tombée, puis avoir, comme on a parlé, là, des clics. Il y a des tendances je dirais, très inquiétantes qui sont en train de s'établir de manière routine maintenant. Puis, si vous avez de l'information à partager, euh, s'il vous plaît, communiquez avec les journalistes. Soyez, s'il vous plaît, conscients que leur date de tombée, probablement c'est la même journée, probablement autour de 4 heures, même 3 heures, 5 heures ou plus tard. Sinon, ça ne va pas rentrer dans le journal. S'il vous plaît, aidez-nous parce qu'on ne peut pas le faire. Je vous encourage à nous supporter parce que un petit peu, ça peut aller loin. Avec le projet de loi C-18, moi, personnellement, je veux pas voir un futur où est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles sur Meta du tout ou dans n'importe quelle plateforme. J'aimerais bien voir le gouvernement recommencer à zéro, créer une taxe puis un fonds, que ça soit appliqué de manière universelle pour qu'on puisse avoir accès à plus d'informations et non moins d'informations. Puis j'aimerais voir un budget de Radio-Canada qui est plus élevé pour avoir cette couverture journalistique plus approfondie des journalistes à travers, pas juste le pays, mais le monde aussi. Je crois que c'est le moment d'investir parce qu'on est peut-être à un moment critique, puis dans 10 ans, 15 ans, les habitudes vont avoir complètement changé. Puis qui sait qu'est-ce qui va nous tisser ensemble comme d'un côté du pays à l'autre. Oui, effectivement, merci pour nous lancer un appel à l'action, justement, et vraiment très clairement. Le temps passe vite, comme j'ai dit qu'il allait passer, donc on arrive déjà presque à la fin de notre temps ensemble. Donc, Isabelle, je reviens vers toi pour peut-être offrir quelques mots de clôture du point de vue gouvernement du Canada et patrimoine. Bien, peut-être que je ferais juste un appel à mes collègues. La question des médias et des journalistes, au-delà des citoyens, ça concerne tous les fonctionnaires parce que ça peut être des enjeux. Un autre enjeu qui m'inquiète, moi, c'est la sécurité des journalistes. Parce qu'avant, c'était dans les dictatures qu'on voyait que les journalistes étaient enfermés et tout ça. Et maintenant, on voit au pays des journalistes qui sont attaqués alors qu'ils essaient de faire leur travail. Et honnêtement, dans certaines villes, où il y a peu de journalistes, ça devient très inconfortable à certains moments. Donc, on a des collègues peut-être de sécurité publique qui travaillent avec la GRC. Il faut que nos corps de police soient prêts à répondre lorsqu'il y a des plaintes et à prendre ces situations-là très au sérieux. Mais c'est vrai de plein d'entre vous autour de cette table virtuelle.
Réfléchissez, évidemment dans votre contexte. Puis, tu sais, je pense que l'appel aussi de dire les fonctionnaires, on a aussi une responsabilité quand les questions des journalistes nous sont posées de répondre à la question, de fournir l'information aux Canadiens, puis de rendre ça aussi facile que possible. Donc ça touche chacun d'entre vous parce que vous avez tous eu des questions médias, on a tous eu des questions médias. C'est pas toujours facile, il y a plein de choses qui se passent, mais c'est vraiment important parce que, notre collègue journaliste le disait, c'est leur travail, puis ça devient plus rapide, le monde plus rapide. Alors, évidemment, on a une responsabilité à cet égard-là. Puis, je prends ça sur moi aussi quand on ne le fait pas assez rapidement, puis qu'on ne le fait pas de façon assez complète. Donc, ça, c'est tout un appel à l'action qu'on peut prendre certainement. Puis, après ça, regardez qu'est-ce qui sont les autres outils dans votre sphère d'action pour continuer à protéger un aspect absolument fondamental pour notre travail, pour les Canadiens, puis pour l'avenir de notre pays. Merci beaucoup, Isabelle. Donc, pour nos participants aujourd'hui, vraiment une session très puissante, sérieuse et dynamique sur un sujet d'importance aujourd'hui. Continuez à vous écouter, restez vigilants et gardez votre esprit critique et surtout, ne perdez pas l'espoir, continuez à travailler sur les solutions à court et à long terme. Et c'est ce qu'on doit faire ensemble entre l'industrie et le gouvernement et tous les intervenants et les citoyens et citoyennes de notre beau pays. Donc, au nom de l'école, je tiens à vous remercier d'avoir pris part à l'événement aujourd'hui. Merci infiniment, Alcia et Isabelle, pour la discussion aujourd'hui. Dans le contexte actuel, vous avez vraiment fourni des très précieuses réflexions sur les effets pour les médias et le journalisme aujourd'hui. Merci aussi à nos participants et participantes, évidemment. Et on espère, bien sûr, que vous avez trouvé l'événement utile et on vous demande de prendre le temps de remplir l'évaluation qui vous sera envoyée dans les prochains jours par voie électronique et aussi de garder l'œil sur les prochains événements qui vont avoir lieu à l'école. On a vraiment des événements très intéressants cet automne. Vous pouvez consulter notre catalogue pour en savoir de plus. On a en particulier le 27 octobre un événement intitulé « 5 questions sur l'innovation en Estonie » qui portera sur la révolution numérique du gouvernement estonien et les leçons tirées. Le 8 novembre, on aura un événement qui s'appelle « Des réflexions sur le leadership » avec l'ancienne greffière Jocelyne Bourgon. Donc, si vous êtes intéressé au leadership, vraiment à ne pas manquer. On va aborder le contexte de ce qui est requis aujourd'hui dans le développement des talents et un leadership efficace dans le paysage en constante évolution que présente notre monde aujourd'hui. Donc, encore d'autres événements à offrir. Consultez le catalogue et encore une fois, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée.